Poignée de cheveux coupés, brandi avec rage, un voile qui s'enflamme au bout d'un bâton, le chant antifasciste Bella Ciao entonné en persan. Voilà quelques-unes des images qui, depuis 42 jours, nous proviennent d'Iran, depuis la mort, le meurtre, disons-le, de Mahsa Amini par la tristement célèbre désormais police des mœurs du régime au pouvoir à Téhéran. Depuis, un puissant mouvement de contestation populaire s'est répandu, comme une traînée de poudre à travers tout l'Iran et au-delà de ses frontières. Alors cette révolte ne sort pas du néant. Il nous faut, pour la comprendre, reprendre le fil de l'histoire iranienne et nous avons la chance d'en avoir deux experts avec nous ce matin. Bonjour Azadekian. Bonjour. Ravi de vous avoir ce matin au micro d'Europe 1. Vous êtes sociologue, vous êtes franco-iranienne, directrice du Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes de l'université Paris-Cité. Alors y a-t-il un féminisme islamiste? Je me suis posé la question et il se trouve qu'apparemment oui. Je vous pose la question dans un instant, mais d'abord je présente notre second invité, Farid Vaïd. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès, diplômé de l'Université de Téhéran. Vous y avez donc fait vos études. Farid, vous n'êtes pas très vieux. Vous regardez, j'imagine que vous avez des amis dans les cortèges là en ce moment à Téhéran. Oui, tout à fait. Ouais, j'ai des amis, des camarades que j'ai très bien connus à l'Université de Téhéran, à Sharif. Donc oui, c'est une situation angoissante. On s'inquiète effectivement pour nos amis. Ouais. Comment on en est arrivé là à cette révolte? Aurait-on pu imaginer que ce qui s'est passé il y a 42 jours donne naissance à un mouvement d'une telle ampleur, Farid Vaïd? En tout cas, on aurait pu imaginer ce mouvement, on s'y attendait. C'était la goutte d'eau de trop, mais on savait que quelque chose allait déclencher un mouvement de protestation en Iran, parce que ça fait des décennies que ça dure, de frustration politique, économique, sociale, sociétale. Les Iraniens, surtout la jeunesse iranienne, est complètement en décalage avec les valeurs du régime. Ils veulent vivre libre, en démocratie, la séparation de la politique et de la religion, avoir un mode de vie... je ne vais pas dire forcément occidental, mais en tout cas libre, démocratique. Oui. Et le régime ne donne absolument pas ça. Ils imposent un mode de vie islamique, donc aucune liberté. Pour les femmes, le voile obligatoire, mais beaucoup d'autres détails aussi. Donc vraiment des inégalités très profondes entre les femmes et les hommes, mais aussi les hommes aussi subissent les inégalités, les problèmes et l'autocratie religieuse de la République islamique. Après, c'est les frustrations aussi politiques, économiques. Ce gouvernement n'a aucune légitimité, le régime non plus d'ailleurs. Donc voilà, ça fait 4 décennies de frustration avec l'assassinat de Mahsa Amini. C'était vraiment la goutte d'eau absolument tragique d'assassiner une jeune femme parce qu'elle était mal voilée à Téhéran. Mais c'est symptomatique, Azadekian, que ça parte précisément d'un voile mal porté, finalement, cette révolte iranienne? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les inégalités entre les hommes et les femmes se trouvent au fondement de ce régime, fondement idéologique de ce régime. Il suffit de regarder dès le départ pourquoi le voile islamique s'est rendu obligatoire en tant que... Depuis quand, d'ailleurs? Depuis 1979. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Donc c'est au fondement du régime. Au fondement du régime, et aussi il suffit de regarder les lois en vigueur, le code civil, la loi constitutionnelle ou encore le code pénal, qui sont inégalitaires par rapport aux femmes, qui sont pas considérées qui sont considérées en fait comme des citoyennes de seconde zone, au regard des lois et au regard aussi de du régime, si vous voulez. Et donc raison pour laquelle les femmes dès le départ étaient devenues des enjeux politiques, et ça date pas d'aujourd'hui. Elles ont toujours continué à se battre pour leurs droits. Oui. Alors flotte dans l'air aussi cette question depuis maintenant 42 jours. Et alors est-ce que c'est une déformation du regard occidental porté sur cette crise? Il y a cette envie, on ne va pas se cacher, en Occident, notamment à Washington, mais aussi en Europe, que cette crise fasse tomber le régime des mollahs. Il y a cette envie jamais exprimée aussi clairement que je viens de le faire, mais qui est pourtant bel et bien là. Est-ce que vous pensez que c'est une vue de l'esprit et quelque part une sorte de ruse de l'histoire? C'est-à-dire que les mollahs qui font tomber le Shah d'Iran en 1979 connaissent le sort, ce sort-là 43 ans plus tard, Farid Vaïd. Écoutez, en tout cas, moi je suis personnellement persuadé que le régime tombera un jour. On n'aura pas la République islamique éternellement. De toute façon, quand on lit l'histoire de l'Iran, les dynasties sont venues, sont parties. Mais vous n'affirmez pas que cette révolte est une révolution, Farid Vaïd? Les révolutions, on les baptise ultérieurement, quand elles ont réussi.
En tout cas, c'est très difficile aujourd'hui de prédire si dans 2 semaines ou demain, dans 2 mois, il y aura un changement de régime. Mais en tout cas, quand on analyse les slogans et la volonté des manifestants, ce qu'ils expriment, c'est contre le régime. Donc c'est très clair, c'est pas juste la question du voile, c'est pas pour mettre un réformateur au sein du gouvernement, non, ça vise l'ayatollah Khamenei, donc le chef de l'État, ça vise la République islamique, ça vise le fondement même de la République islamique. Le voile, c'est pas juste un tissu sur la tête des femmes, c'est l'ADN du régime. Donc voilà, tous les slogans aujourd'hui, c'est mort au dictateur, c'est la fin de la République islamique. Donc aujourd'hui, la volonté, la demande des manifestants, c'est la fin du régime. Qu'est-ce qu'ils veulent après ? Bon, il y a plusieurs oppositions. En grande majorité, on peut dire un régime démocratique et libre et séculaire. Mais en tout cas, oui, il n'y a aucun doute. Contrairement à 2009, aujourd'hui, on est face à un mouvement qui veut la fin du régime. Alors, on a parlé tout à l'heure du grand mouvement, la grande révolte de 2009 à l'occasion de l'élection présidentielle qui verra la victoire très, très contestée de Mahmoud Ahmadinejad, qui, je le signale, est l'inventeur de la police des mœurs. La police des mœurs ne naît pas avec le régime en 79. Ça vient finalement assez récemment. Non, mais ça existait. Ça avait un autre nom, si vous voulez, et c'est sous Ahmadinejad que dès 2007 que ça c'est devenu la police des mœurs, et ça a toujours continué à exister, sauf que de temps en temps on lui donne la carte blanche de réprimer les femmes mal voilées ou pas voilées entre guillemets, et de temps en temps on lui demande, le gouvernement demande à la police de mœurs de faire un peu plus attention, c'est-à-dire qu'avant il y a des phases d'adoucissement, absolument, et là depuis en fait l'élection ou plutôt la nomination de Raïssi en 2021, donc le nouveau président, la police des mœurs a été donnée la carte blanche de réprimer, s'il le faut dans le sang, les femmes qui ne respecteraient pas les préceptes islamiques, en particulier le port du voile, qui, encore une fois, parce que c'est se trouve au fondement de ce régime. Les femmes qui commencent à ne plus porter le voile sont en train de défier le régime et en train de rejeter le régime. C'est-à-dire que ça a eu une connotation politique. Donc c'est qu'avant que les femmes ne brûlent le voile sur la place publique, vous dites à Zadékian qu'il y avait déjà un espèce de mouvement dans l'ensemble de la société. Je vais vous dire, absolument, je vais vous dire que dès mars 1979, parce que contrairement à Khalid Vaïd, je ne suis pas jeune, donc dès mars 79, un mois à peine après la victoire de la Révolution, ils ont rendu le port du voile obligatoire et nous sommes descendus dans la rue. On était des milliers de femmes qui sont descendues. C'est à nous pour montrer que vous y étiez. Absolument, j'y étais, j'étais étudiante à l'époque. Pour vous dire que la résistance contre l'obligation du port du voile et contre cette islamisation forcée, ça date pas d'aujourd'hui. Sauf que... Mais c'est quoi la différence entre votre génération et celle qui aujourd'hui, c'est celle des petits-enfants des révolutionnaires? Absolument, parce que comme ça a été dit, ces petits-enfants ont expérimenté aussi les périodes de réforme, leurs parents ont voté pour les réformistes dans l'espoir de voir des changements, et ils et elles sont très déçus, donc ils se sont dit, ça sert à rien, il faut changer ce régime, c'est pas dans le cadre des réformes qu'on peut obtenir nos revendications. Alors c'est très difficile d'évaluer la solidité du régime en place à Téhéran. Farid Vaïd, élargissons un petit peu la réflexion. On sait que l'Iran est aujourd'hui au seuil nucléaire, au point de maîtriser la technologie de la bombe. Elle a les lanceurs, on voit qu'elle vend des drones aussi à la Russie. Elle fait partie, l'Iran aussi, de ces pays qui profitent de la guerre en Ukraine, qui en sont bénéficiaires d'une certaine manière, grâce à cette alliance, ce rapprochement très visible actuellement avec la Russie, et rapprochement d'ailleurs qui est historiquement, vous insistez là-dessus Farid Vaïd, est contre nature. L'axe Téhéran-Moscou, historiquement, c'est une espèce d'anomalie, là, ce qui se passe actuellement. Absolument. Quand on lit l'histoire de l'Empire perse, l'Empire russe et l'Empire britannique au 19e et au 20e siècle, les Russes ont fait quand même beaucoup de mal aux Iraniens. Les Iraniens n'ont pas oublié, vous savez, le Caucase, jusqu'au milieu du 19e siècle, ça appartenait à l'Iran. Donc, beaucoup de territoires iraniens ont été détachés de l'Iran suite aux guerres entre les Perses et les Russes. Au début du 20e siècle, avec la révolution constitutionnelle en Iran, donc en 1905, premier mouvement vraiment pro-démocratie en Iran, les Russes ont joué un rôle considérable dans la répression de ce mouvement. Donc historiquement, les Iraniens se méfient beaucoup des Russes. Je pense que ça doit être réciproque. Et même pour vous dire qu'avec la révolution de 79, le principe de la politique étrangère du nouveau régime, c'était ni l'Est ni l'Ouest, la République islamique d'Iran. Donc ni les communistes ni les impérialistes. Voilà, une sorte de non-alignement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils l'assument. C'est la philosophie actuelle des ultra-conservateurs iraniens, c'est le regard vers l'Est. Donc, partenariat militaire stratégique avec la Russie, partenariat économique avec la Chine, mais une alliance qui est contre nature. La seule raison de cette alliance, c'est la haine de l'Occident
de la République islamique. Oui. Il n'a pas d'autre raison. Et le fait qu'ils envoient des drones aux Russes en Ukraine, ça s'inscrit dans le même contexte. C'est pour faire la guerre, comme ils disent dans leur narratif, contre l'OTAN, contre les États-Unis. Donc voilà, c'est pas une alliance qui sera utile à l'Iran et aux Iraniens, et même économiquement, l'Iran et la Russie n'ont pas des économies complémentaires, donc ça va pas aller très loin. Mais effectivement, c'est très important de comprendre le symbolique, pourquoi la République islamique, dictature religieuse, fait ceci avec la Russie. Alors, Azad Ekian, vous qui avez vécu la révolution de 79, Vincent Hervouet nous racontait comment ça se passait. Vous aviez des morts dans la rue, à l'initiative du régime, des martyrs que 40 jours plus tard, dans la tradition chiite, on honorait, et ça revenait finalement. Chaque mort, chaque commémoration était l'occasion d'une manifestation avec un coup de boutoir supplémentaire au régime. Est-ce que vous voyez se mettre en place cette configuration finalement dans la crise actuelle ? Déjà, hier, avant-hier, c'était le 40e jour de l'assassinat de Mahsa Jina Amini. Il y a eu énormément de mobilisation partout dans le pays, y compris et surtout dans sa ville natale Sarez au Kurdistan iranien, mais aussi ailleurs, dans les universités iraniennes, dans la rue. Donc effectivement, les gens en fait utilisent ou mobilisent ces traditions-là pour dire qu'ils sont là et pour dire qu'on n'oublie pas effectivement les gens qui perdent leur vie pour la liberté, pour la démocratie et pour aussi les droits des femmes. Il ne faut pas oublier que ça a commencé par les femmes. Il y avait des jeunes femmes dans la rue et elles ont initié ce mouvement qui est absolument inédit dans ce pays. Qu'est-ce qu'ils disent des soutiens extérieurs, Farid Vaïd? Est-ce que du fait de la position de la France dans cette affaire à Téhéran, vos amis à Téhéran? Si vous arrivez à les joindre, bien sûr, ce n'est pas forcément difficilement, mais bon, quand on analyse les discours, je pense qu'il y a une certaine, on va pas dire déception, mais on va dire que les Iraniens souhaitent plus. Voilà, c'est sûr qu'ils ont le sentiment que peut-être que les États occidentaux peuvent faire plus et ne font pas assez. Donc ça, on peut le dire sans prendre trop de risques. Après, sur les solutions, ça nécessite une réflexion un peu plus approfondie. Merci à tous les deux d'être venus nous voir ce matin sur Europe 1. Farid Vaïd, je rappelle, vous êtes directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Azad Ekian était avec nous aussi. Merci à vous, directrice du Centre d'enseignement de documentation et de recherche pour les études féministes de l'Université Paris-Cité.